Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. Au programme ce soir, sortez les calculatrices. Le gouvernement cherche 40 milliards d'euros, pas moins pour son prochain budget. Les annonces du Premier ministre sont prévues mardi. Entre-temps, spéculation, ballon d'essai et ligne rouge. On fait le point avec nos invités en plateau, évidemment. Réchauffement entre Londres et Paris. Dernier jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni. On reçoit le journaliste britannique, évidemment, Philippe Turle, pour revenir justement et faire le bilan de cette visite d'État. Enfin, faut-il désarmer la police municipale? La proposition de l'insoumise Mathilde Panot a suscité de vives réactions, à gauche notamment. Faut-il désarmer la police municipale? C'est la question qui fâche ce soir dans cette émission. Vous avez le programme, ça vous regarde, c'est parti. Il ne se dérobera pas. C'est la promesse de François Bayrou sur le budget. Mardi, on devrait en savoir plus sur les arbitrages du Premier ministre qui joue rien de moins que sa place à Matignon. Alors les pistes, les dernières informations, les lignes rouges des uns et des autres, on va voir ça ce soir sur ce plateau avec deux députés assidus de la Commission des Finances. Jean-René Cazeneuve, député du Gers, du groupe Ensemble pour la République. Bonsoir. Philippe Brun, vous êtes député socialiste de l'Eure. Là, toujours très informée, Fanny Guinochet, journaliste économique à La Tribune et à France Info. Et puis on compte sur vous, François Girolf, économiste à l'OFCE, pour les grandes données, les grands chiffres. Alors on va voir ce que vous savez, ce que vous souhaitez, ce que vous sentez sur ce budget 2026, mais on commence avec le récap de Thibaut Enoch. Et donc Thibaut, le 15 juillet, François Bayrou va donc présenter ses choix budgétaires. Oui, profitez bien du 14 juillet, la veille Elsa, et vous tous, du défilé, du feu d'artifice et de l'ambiance, parce qu'elle risque d'être beaucoup moins festive. Le 15, le Premier ministre a déjà préparé les esprits à des lendemains qui déchantent. Florilège de ses déclarations sur le budget, nous avons laissé monter la marée des déficits. Nous sommes un pays en danger mortel. J'ai évoqué un Himalaya composé d'une dizaine de sommets de plus de 8000 mètres. Alors, dramatisation excessive ou justifiée, laissons parler le juge de paix, la Cour des comptes. Nous sommes désormais, oui, le pays qui a le déficit le plus élevé de la zone euro. Nous risquons de nous trouver confrontés, si rien n'est fait pour le contrecarrer, un véritable effet boule de neige. Rien qu'en 2024, la charge de la dette publique a augmenté de 7,3 milliards d'euros, soit 14%. C'est dire que la boule de neige, elle commence déjà, en fait, à rouler. Alors pour arrêter la boule de neige, il faut un mur de glace, un mur de 40 milliards d'économies, peut-être même 45, réclame Bercy, de quoi ramener idéalement le déficit à 4,6% en 2026 contre 5,4% en 2025, le tout en se fondant sur une prévision de croissance optimiste de 1,2%. Alors comment y parvient-on, Thibaut? Quelles sont les pistes sur la table? Alors François Bayrou se montre énigmatique, les arbitrages sont gardés secrets jusqu'à mardi, il faut donc se fier au ballon d'essai lâché ces dernières semaines. Pour se faire une idée, ils volent tous dans la même direction, la baisse des dépenses publiques. Première piste, celle qui revient le plus, celle d'une année blanche. Il ne s'agit pas d'une année neigeuse, mais d'un gel de toutes les dépenses au niveau de l'année 2025, alors qu'elles sont normalement rehaussées de l'inflation. Les dépenses des ministères, le barème de l'impôt et les pensions de retraite pourraient ainsi être pris dans la glace. Deuxième piste, le budget de la sécurité sociale. Un tour de vis est envisagé sur les arrêts maladie. Autre potion amère, une nouvelle réforme de l'assurance chômage pourrait permettre d'économiser plusieurs milliards. Mais ce n'est pas tout, Elsa. Comme si cela n'était pas assez compliqué, devinez qui vient rajouter une petite difficulté supplémentaire. Emmanuel Macron, le président de la République, aurait acté une augmentation supplémentaire des moyens de la défense dès 2026, au-delà de ce que prévoit la loi de programmation militaire. Non négociable, la sécurité de la France et du continent en dépendent. Alors on le voit, Thibaut, l'équation budgétaire, elle est compliquée, mais l'équation politique, elle l'est tout autant. Oui, jugez plutôt d'un côté une gauche qui ne votera pas de coup de rabot dans le modèle social et qui voudrait des hausses d'impôts, de l'autre une droite qui souhaite tout l'inverse. 100% de la restauration de l'équilibre budgétaire en France doit reposer sur des économies et aucune hausse d'impôts. 100% d'économies, 0% de hausse d'impôts. Aucune augmentation d'impôts. Aucune. Donc pour nous, c'est très simple, c'est aucune augmentation d'impôts. Alors au milieu de ces lignes rouges, comment trouver une ligne d'horizon? Eh bien François Bayrou compte sur une chose, le sens des responsabilités, celui des Français et des parlementaires.
c'est le Parlement qui choisira. Et je vous le dis, chacun prendra ses responsabilités. Le gouvernement n'éludera pas les siennes. Alors que le risque d'une motion de censure sur ce budget 2026 semble plus que jamais d'actualité, François Bayrou, on le comprend, pourrait jouer son va-tout en disant le 15 juillet sa vérité. Dut-elle entraîner sa chute? Merci beaucoup Thibault. On va revenir ensemble sur ce qu'a dit Thibault, à la fois les pistes, à la fois ce qu'on peut attendre. Mais d'abord, Fanny Guinochet, mardi, la presse est convoquée à 16h. Est-ce qu'à 17h, on aura les grandes lignes du budget, les grands arbitrages, où on pourrait rester dans des déclarations d'intention? Écoutez, on espère qu'on aura quand même quelques éclaircissements, parce que c'est vrai que ça a été très bien rappelé, ça fait des semaines qu'on nous promet, qu'on entend cette musique, cette promesse, et on va faire des efforts. C'est assez rare d'ailleurs d'avoir une présentation comme ça au cœur de l'été. Auparavant, habituellement, le budget, c'est la rentrée, ça nous occupe à la rentrée. C'est vrai que là, François Bayrou a voulu, alors pour associer tous les Français, dit-il, à l'effort, mais en parler très tôt de ce budget avec foule de ballons d'essai. Donc tous les jours, on a une proposition, je caricature un peu, mais quand même. Presque tous les jours, on a... Donc c'est vrai que pour les Français, ce que l'on peut voir très concrètement, c'est que ça suscite plutôt de l'inquiétude, parce qu'il y a un indicateur, par exemple, qui progresse en France, c'est le taux d'épargne. On est à quasiment 19%. Donc en fait, à force de se dire, on va souffrir, on va avoir des efforts à faire, on va avoir probablement des hausses d'impôts, même si on a entendu, donc il n'y aura pas de hausse d'impôts, ou en tout cas, nous, on n'en veut pas, machin. Les Français, ils se disent, en fait, le budget, ça va être difficile, donc on va mettre l'argent de côté. On va mettre l'argent de côté. 19% de taux d'épargne, c'est plus élevé que ce qu'on a eu pendant le Covid, alors que les Français ne pouvaient pas consommer puisqu'ils étaient confinés chez eux. Et il y a aussi certains groupes qui font des propositions justement sur cette épargne. René Cazeneuve, vous soutenez le Premier ministre. Il vous a prévenu, il doit vous avoir dit quand même quelques grandes lignes, ou alors mardi, comme tous les Français, vous allez découvrir ce qu'il propose. Votre journaliste a fait une description assez juste de ce qui allait se passer. On aura quand même un certain nombre d'informations précises, parce qu'il y a, mi-juillet aussi, les lettres plafonds. Les lettres plafonds qui donnent, par ministère, par mission, enfin, soyons simples, par ministère, qui donnent le budget 2026. C'est ce que Bercy envoie à chaque ministère en disant voilà votre argent pour l'année prochaine. Et au Parlement. Et donc on aura la visibilité sur probablement des baisses sur un certain nombre de ministères, des hausses, vous l'avez dit, on veut préserver les dépenses de l'armée, elles vont même augmenter. Et comme on a dit que globalement les dépenses de l'État ne devaient pas augmenter en valeur, ça veut dire que si on a un peu plus de dépenses militaires, si on a un peu plus de dépenses dans le domaine de l'éducation, si on a une dette, une charge de la dette, hélas, qui augmente, il faut qu'il y ait des budgets qui baissent. Et donc, c'est quand même une information qu'on aura le 15 la semaine prochaine. Philippe Brun, vous, les socialistes et les différents groupes d'opposition, vous avez été reçus à Bercy. Est-ce qu'on vous a quand même répondu à certaines de vos questions? Est-ce que vous avez pu donner vos lignes rouges? Mais est-ce que vous avez obtenu des réponses, des informations sur ce budget? Non, pour une raison simple, c'est que les arbitrages n'ont pas été pris par le Premier ministre pour l'instant. Les ministères font des propositions. Bercy a fait bien sûr des propositions. Ce qui a été décrit par le journaliste juste avant est vrai, donc la fameuse année blanche, un certain nombre de réductions de crédits pour les ministères, pour les opérateurs, les agences, 5 milliards demandés aux collectivités locales, des coupes aussi dans les budgets des hôpitaux. Enfin bon, on a des choses qui sont déjà sorties dans la presse, d'excellents journalistes économiques qui en ont parlé jusqu'ici. On n'a pas davantage d'informations. Nous, les socialistes, on s'est préparés. On a fait aujourd'hui un séminaire pour préparer nos propositions budgétaires qu'on révélera après le discours du Premier ministre. Pour réagir très vite, on imagine. François Girofle, on entend énormément parler ce chiffre, 40 milliards d'euros. Est-ce qu'il y a déjà un accord sur ce chiffre? C'est ce qu'il faut économiser pour atteindre l'objectif de 4,6% en 2026 et donc la trajectoire 3% en 2029. Oui, c'est l'objectif qui est en tout cas affiché par le gouvernement, compatible avec nos engagements européens. Et il faut se rappeler que c'est 40 milliards cette année, mais en réalité, on va faire un effort similaire, c'est ça qui est prévu, dans les 5 années qui viennent. Donc en fait, l'effort auquel on s'attend, en tout cas la loi de programmation pluriannuelle, annonce un effort budgétaire de l'ordre de 100 milliards à 150 milliards d'euros, plutôt de 140 milliards. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire ça va être douloureux l'année prochaine et ça ira après.
c'est sur plusieurs années. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, pour être honnête. Je me demande si on ne fixe pas des objectifs quand même un petit peu ambitieux. Alors, on va voir ce qui ressort effectivement le 15 juillet. Moi, je m'attends à ce que ce soit, pour être honnête, un petit peu en dessous de 40 milliards, parce que 40 milliards, c'est très difficile à économiser. On a rappelé qu'il y a des budgets qui sont en hausse. Il y a un certain nombre de lignes rouges qui ont déjà été fixées par un certain nombre de partis politiques, les retraites, par exemple. Or, c'est les lignes rouges sur les grandes masses, par définition. Donc, si on reste sur les petites masses et qu'il faut faire des économies sur des petites masses de l'ordre de 40 milliards d'euros, c'est extrêmement difficile à faire. Fanny Guinochet, on dit peut-être un petit peu moins, mais peut-être aussi un peu plus, puisqu'après, pour se donner des marges de manœuvre, on sait comment ça fonctionne, c'est des compromis, on va donner 1 milliard à quelqu'un, 1 milliard à un autre groupe. Il pourrait annoncer 45 milliards d'euros d'économies. Surtout qu'on attend avec impatience le discours d'Emmanuel Macron dimanche soir, on a peu d'informations là aussi, mais on a visiblement une piste qui se dessine, c'est que en prenant sa casquette de chef des armées, Emmanuel Macron va demander à ce que le budget de la défense, qui est déjà sanctuarisé en quelque sorte, parce que vu la menace dans laquelle on se trouve, je crois qu'il y a un consensus sur le fait de ne pas y toucher, mais le président de la République demanderait, aujourd'hui c'est au conditionnel, mais c'est un conditionnel quand même qui va certainement se confirmer, de l'indicatif, qu'on fasse un effort supplémentaire pour les armées. Donc forcément, si on fait un effort supplémentaire, et c'est pas un petit effort, parce que là on parle de milliards d'euros, la loi de programmation militaire, elle serait, on a déjà prévu de faire 3 milliards d'euros de plus l'année prochaine, on doublerait l'effort, donc il faut les trouver quelque part, ces milliards d'euros. Donc c'est forcément en prenant ailleurs, en taillant dans la dépense, ou alors en augmentant les impôts, mais ça semble être une ligne rouge du côté de la majorité. Vous en parliez, Jean-René Cazeneuve, de cette loi de programmation militaire. On sait déjà, vous avez l'information comme quoi Emmanuel Macron va annoncer quelques milliards supplémentaires et que, par voie de cause à effet, il va falloir trouver quelques milliards de plus. On a cette information, je suis évidemment incapable de dire de combien, et c'est lui qui le dira. Peut-être préciser pour que ce soit clair pour tout le monde, on parle de 40 milliards d'économies par rapport à un budget qui augmente. Donc c'est une moindre augmentation. Il faut toujours le rappeler, parce qu'on a l'impression que ça va baisser de 40 milliards. Non, c'est par rapport à une tendance si on ne faisait rien. Donc globalement, si on ne fait rien, on va faire plus 60 milliards, on va retirer 40 milliards, donc on va faire plus 20 milliards. Donc les dépenses publiques vont augmenter, comme elle a fortement augmenté l'année dernière et les années précédentes. François Giroff, est-ce que l'économiste est d'accord? Et est-ce que quand on parle de 40 milliards d'euros... C'est 25 milliards qu'il faut faire comme et est-ce que ça veut dire que c'est un budget austéritaire quand il y a 40 milliards d'euros d'économie, ou comme l'explique Jean-René Cazeneuve, comme c'est une moindre hausse, on ne peut pas parler d'austérité? Si on prolonge vraiment cet effort pendant 5 ans, oui, on va pouvoir commencer à parler d'austérité. Je veux dire, 125 milliards, 25 milliards même sur 5 ans, c'est absolument considérable. On ne l'a jamais fait. Donc oui, ce serait un budget austéritaire. Et voilà, et la question aussi, je pense qu'il faudrait poser, c'est est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire dans les 5 prochaines années? Alors justement, Philippe Brun, j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément ce que les socialistes veulent faire. Déjà sur ce constat de 40 milliards d'euros, vous vous dites la marche, elle est trop haute. Et je rajoute qu'il y a en plus une condition, c'est 40 milliards sans hausse de fiscalité. Oui, en fait, c'est une marge qui n'est pas atteignable en vérité. On parle de l'année blanche. Elle ne sera pas atteinte quoi qu'il arrive. Là dont on parle, on en parle beaucoup sur les plateaux, on a invité à en parler. On en reparlera justement. Maximum 6 milliards, ce que ça rapporte. Donc vous vous rendez compte, il y a une différence entre 6 et 40. Et même si on enlève un peu des choses de collectivité pour 5 milliards, on arrive péniblement à 11. Pour arriver à 40, ce sera très difficile. Et la vérité, c'est comment vous arrivez à 40, c'est des choses qui font mal. Parce que vous ne faites pas des grosses économies la première année. La première année, vous tapez dans ce que vous avez à disposition, vous sabrez des budgets d'investissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des réformes de structure qui vont rapporter de l'argent à long terme. Ce qui est facilement sabrable. Vous supprimez le fonds vert, vous supprimez la prime rénov', vous limitez les retraites, voilà, vous faites des franchises médicales, vous déremboursez des médicaments. Bref, ça, c'est ce qui permet de faire 40 milliards en une année. Donc ça va faire très très mal aux Français. Nous, ce que nous disons, c'est que ça risque de porter atteinte à la croissance. Pourquoi? Parce qu'on a un problème de consommation. La consommation est très faible dans notre pays. On a une croissance qui est à peu près à 0,6, peut-être même 0,5. Et on épargne beaucoup, disait Fanny Guinochet. On épargne beaucoup. Et donc il faut qu'aujourd'hui, on relance la consommation. Moi, j'ai parlé avec les éditeurs du supermarché dans ma circonscription. Ils me disent qu'il y a un phénomène de déconsommation. C'est-à-dire que les gens, ils achètent moins et ils passent de la marque distributeur au premier prix et de la marque à la marque distributeur. Donc aujourd'hui, il faut qu'on relance la consommation. Nous, on pense qu'il faut allonger la durée.
On dirait des études très intéressantes qui ont été faites. Et pour revenir sur l'année blanche, je vais citer une étude. Ne revenez pas sur l'année blanche parce qu'on en parlera D'accord. après, mais sur ce risque récessif, on en entend beaucoup parler. C'est aussi ce que pointe le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel. Bah oui, parce que les ménages français, ils épargnent beaucoup déjà. Donc on dit effectivement l'État vit au-dessus de ses moyens, c'est vrai, mais la France au global ne vit pas au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire les ménages français, en fait, compensent presque exactement à travers leur épargne. Il y a 3 points de PIB de plus d'épargne par rapport à 2017. Donc en fait, l'équivalent du déficit public presque. Donc si vous voulez, il y a eu une politique, je pense, qui a été assumée de baisse des impôts sur les catégories moyennes et moyennes supérieures, voire les plus riches, qui forcément, ces gens-là, ils épargnent beaucoup. Moi, je trouve qu'on s'inquiète peut-être un petit peu trop d'un déficit public très élevé dans un contexte où l'épargne privée est quand même très importante et il n'y a personne pour le rappeler. Et justement, sur cette question, avant de parler de la piste de l'année blanche, Fanny Guinochet, on le disait, François Bayrou, il veut prendre l'opinion à témoin, il veut essayer d'embarquer un peu les Français, parce qu'il sait qu'il ne peut pas compter forcément sur une majorité ici, et en même temps, on est quand même dans un contexte très anxiogène, c'est-à-dire qu'on répète à longueur de temps que ça va être difficile, etc. Oui, et puis il a un autre point de son discours, c'est de dire tout le monde fera des efforts. Et dans le pays dans lequel nous sommes, qui est extrêmement soucieux de la justice sociale et fiscale, vous pouvez être sûr que ce que vont pointer les Françaises qui ne sont pas contre toutes les réformes, ils ont bien conscience que dans le monde dans lequel on vit, effectivement, il y a une menace géopolitique qui est très forte, qui est anxiogène aussi. Mais c'est vrai que la difficulté pour François Bayrou et tous les groupes politiques d'ailleurs, ça va être de dire, écoutez, on fait tous des efforts. Et vous ne pouvez pas demander des efforts de la même façon aux plus aisés, aux entreprises. Donc ça va être compliqué de voir un peu la composition, parce que les Français vont dire « Ok, moi je veux bien me prendre une petite hausse d'impôts, ou qui peut passer par des niches fiscales, qui peut passer par une hausse de mutuelle. Ça aussi, c'est des hausses de prélèvements. Mais de l'autre côté, si les entreprises, elles ne font pas leur part, si les politiques ne font pas leur part, si les collectivités ne font pas leur part, ça risque d'être compliqué. » Et justement, c'est le risque, Jean-René Cazenave. On a le sentiment que cette piste de l'année blanche, celle qui la pousse beaucoup chez vous, et vous nous direz si pour vous c'est une option, c'est une manière de dire, allez, mais en gros, on gèle un peu pour tout le monde. Vous la défendez, cette piste de l'année blanche, je rappelle, c'est on gèle les budgets, on gèle pas de réindexation du barème de l'impôt sur le revenu, pas de revalorisation des retraites, pas de revalorisation des prestations sociales. Après, on verra dans le détail qu'on peut bouger certains curseurs. Est-ce que pour vous, c'est un petit effort pour tout le monde ? Je la défends. Alors, ce n'est pas la plus intelligente quand on va comme ça. On préférerait effectivement jouer sur tel ou tel levier. Et je suis aussi d'accord sur le fait qu'il y a toujours un risque récessif. Mais je voudrais aussi, avant de revenir sur l'année blanche, dire qu'on ne peut pas continuer à creuser un déficit indéfiniment. Donc, François Bayrou, il ne dit pas on va faire 40 milliards d'économies pour faire le malin, pour se différencier des hommes politiques qui, depuis des dizaines d'années, font le contraire. Non, c'est parce qu'on est maintenant dos au mur. 60 milliards d'intérêt de la dette, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le 1er janvier, vous faites un chèque, vous avez dit vous allez faire un chèque de 60 milliards. 60 milliards, ouais, c'est terrible. Bon, donc, je crois qu'il faut absolument refroidir l'augmentation des dépenses publiques. L'intérêt de l'année blanche, vous l'avez dit, c'est qu'elle concerne tout le monde. On voit bien sur les pistes qui sont lancées, à chaque fois, ceux qui sont visés disent « Attendez, pas question que moi je fasse des efforts, mes voisins doivent aussi en faire, ou c'est pas juste que ce soit moi ». Bon, l'intérêt de l'année blanche, de ce point de vue-là, c'est que, évidemment, chacun fait des efforts. Il faut que ces efforts soient justes. Est-ce que c'est à proportion aussi pour chacun ? Il faut, oui, quand on gèle, si c'est retenu, je n'ai pas de scoop là-dessus, si on gèle le barème de l'impôt sur le revenu, c'est par définition les Français et les plus aisés qui vont être touchés par cette mesure, c'est-à-dire à peu près 43, 45, 44% des Français les plus riches qui vont être touchés. Donc oui, il faut absolument que dans cette année blanche, il y ait un effort proportionné et que ça touche aussi les plus aisés de nos concitoyens. Philippe Brun, est-ce que vous avez parlé de l'année blanche lors de vos séminaires ? Est-ce que les socialistes, pour vous, c'est une ligne rouge ou est-ce qu'elle peut exister si on enlève, par exemple, je ne sais pas, les retraites, par exemple, ou certaines conditions ? Donc il y a une très bonne étude de l'OFCE que je voulais citer, c'est pas François Gérolf qui l'a faite, c'est monsieur Madec, Pierre Madec, dans lequel il explique les effets sociaux de l'année blanche. Et il montre que l'effort est 2,7 fois plus violent pour les 10% les plus pauvres que pour les 10% les plus riches. C'est-à-dire que l'année blanche, c'est avant tout un impôt sur les pauvres. Est-ce qu'on peut la corriger justement un petit peu ? Nous, on sait qu'il y a un problème de toute façon aujourd'hui.
on est favorable à une désindexation, mais pas des petites retraites, pas des moyennes retraites. Et donc on est prêt à discuter. Sur un certain seuil, par exemple. Sur un certain seuil qu'on n'a pas fixé aujourd'hui, mais qui permet d'éviter l'effet sur la consommation et surtout d'éviter l'injustice du système. Quand vous êtes à la mutualité sociale agricole avec une retraite à 700 €, ne pas indexer sur l'inflation, c'est très cruel et très difficile de survivre et ça fait baisser la consommation. Après, les retraités à 5 000 € qu'on ne les réindexe pas, je pense qu'ils s'en sortiront. Et en plus, pour le barème de l'impôt sur le revenu, par exemple, parce que ça concerne un ménage sur 2 qui paye l'impôt. Il faut faire attention aux entrées dans le barème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne payaient pas d'impôt sur le revenu, qui vont se mettre à en payer, donc il faut qu'on fasse Mais donc attention. vous regardez dans le détail, on a le sentiment chez les socialistes, c'est pas non d'office. Notre ligne directrice, je me permets de le dire un peu en avance parce qu'on va en parler mardi, mais c'est de dire on ne veut rien qui fasse du mal aux classes populaires et aux classes moyennes. On veut exonérer d'efforts les classes populaires et les classes moyennes et mieux répartir l'effort. On a un certain nombre de propositions fiscales aussi, car faire aucun impôt au moment où on demande des efforts à tout le monde, c'est pas acceptable. On peut discuter sur cette année blanche, Jean-René Cazeneuve, où l'année blanche, si on commence à trop la négocier, elle ne rapporte plus rien à la fin. Écoutez, je pense que c'est notre intérêt, l'intérêt du gouvernement, l'intérêt de notre pays, et je crois donc l'intérêt du Parti socialiste, que de discuter. Et donc je crois que les socialistes sont face à ce choix, effectivement. Soit ils font le choix de la raison et ils rentrent dans cette phase de négociation, soit ils font le choix de l'alignement sur la France insoumise, ce qui ne me paraît pas une bonne idée. Fanny Guinochet, est-ce que les Français peuvent entendre cette histoire d'année blanche en disant, en gros, on gèle tout, puisque de toute façon personne ne sera d'accord sur où il faut faire les économies, on les fait un peu partout. Ils peuvent l'entendre, c'est un coup de rabot aveugle, en fait, une année blanche. Mais c'est vrai que d'augmenter les prélèvements ou en tout cas de baisser les prestations sociales pour ceux qui vivent à l'euro près à la fin du mois, c'est extrêmement compliqué. Et je parle sous votre contrôle, mais je crois qu'on ne l'a jamais fait. Quand vous vivez avec le RSA ou une année blanche, une non-indexation, ça se ressent tout de suite. La difficulté aussi, on voit dans ce budget, et c'est intéressant de vous entendre, c'est qu'il y a un gros sujet aussi qui va se poser sur les retraites. C'est quand même un de nos premiers postes de dépenses. Les retraités, alors je sais que quand je dis ça... C'est pas très populaire. C'est pas du tout populaire, mais il y a encore eu l'INSEE, il y a 2 jours, qui a sorti une étude qui montre que le niveau de pauvreté est plus élevé en moyenne française, et notamment, il est très élevé, par exemple, chez les familles monoparentales, que chez les retraités. Aujourd'hui, on peut regarder que notre pays a fait le choix politique, social, ces dernières années, de maintenir le pouvoir d'achat des retraités. Aussi, peut-être. Donc ça va être un vrai sujet sur l'indexation ou pas des retraités aisés à partir de quel niveau. Ça risque d'être des vrais sujets de polémique. Et sur cette question, François Girolf, de l'année blanche, déjà, combien ça rapporte ? Est-ce que vraiment ça rapporte quelque chose ? Est-ce que... En gros, on peut le faire qu'une année et on ne peut pas le faire partout. Et pardon, je rajoute, mais on dit beaucoup que comme l'inflation n'est pas très élevée en ce moment, voilà, c'est peut-être le moment de le faire, puisqu'elle ne sera pas complètement indolore, mais en tout cas, avec une inflation autour de 1%, ça reste raisonnable. Oui, ça reste raisonnable. D'un autre côté, ça ne va pas rapporter beaucoup, comme l'a rappelé Philippe. Si on gèle tout. C'est plutôt de l'ordre de 5-6 milliards d'euros que de l'ordre de 40 milliards d'euros. Donc, il faudrait le faire 6 ou 7 fois pour obtenir 40 milliards. On est très loin du compte. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a certaines prestations, je pense qu'il va être impossible de geler. Les gens, effectivement, qui ne peuvent pas s'en sortir. Il faut rappeler que l'INSEE vient de sortir le taux de pauvreté qui a augmenté, qui est à un niveau historique depuis 1996. En gros, depuis que l'INSEE mesure cet indicateur. Donc, on est déjà dans une situation très difficile du point de vue du pouvoir d'achat pour énormément de familles. Et il y a aussi un affichage, je voudrais mettre en garde, parce qu'il y a quand même un débat peut-être un petit peu trop fort sur est-ce qu'on va augmenter les impôts, est-ce qu'on va baisser les dépenses. En fait, quand on met des franchises médicales, par exemple, ça ressemble beaucoup à une hausse d'impôts. De même, quand on choisit de ne pas indexer les pensions ou choisir de mettre une CSG sur les retraités plus importante, c'est la même chose du point de vue du pouvoir d'achat. Donc, il y a un affichage quand même politique de dire on ne va pas augmenter les impôts, on va faire que sur les dépenses. Encore une fois, quand on dit de dérembourser des médicaments, ça fait moins de pouvoir d'achat pour les assurés. Jean-René Cazeneuve, vous n'êtes pas d'accord, mais si on prend un Français lambda, si on ne lui augmente pas ses impôts, très bien. Mais si à la fin, quand il est malade un jour, il n'a pas de jour de carence, ses indemnités journalières. Si, quand il a un employé à domicile, il n'a pas le crédit d'impôt, il a une baisse de crédit d'impôt. Oui. À la fin, si je paye un peu plus en impôts ou si j'ai un peu moins, ça revient à peu près au même. Ça fait une baisse de pouvoir d'achat au global. Si on dit, effectivement, tout ce qui est du domaine médical, c'est gratuit,
que dès que je mets 1 euro, c'est un impôt. Si, c'est ce que vous le dites. La franchise médicale, ça consiste à dire qu'on paye un tout petit peu de ce que coûte. Un tout petit peu, hein, un tout petit peu. Donc, de ce que ça coûte, pas un impôt. on paye. C'est un prélèvement. C'est un prélèvement. Non, mais c'est quelque chose les impôts, que... les cotisations, on part du principe que tout est gratuit. Je vais vous prendre un autre exemple, quand même. Si, sur les indemnités journalières, est-ce qu'aujourd'hui, on considère normal que l'absentéisme ait augmenté dans notre pays de 7% depuis le début de l'année? Est-ce qu'on considère normal que dans les collectivités territoriales, on ne travaille pas sans 35 heures? Non, ça n'est pas normal. Donc, il faut aussi prendre des mesures pour lutter contre ça. Non, en tout cas, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on se focalise sur le budget de l'État. Donc, effectivement, il va y avoir chaque ministère qui va recevoir sa lettre, qui va lui dire qu'il faut faire tel et tel niveau d'économie. Mais le gros de la dépense, et là, ça va être le point le plus dur, c'est du côté de la dépense sociale. Et là, c'est le projet de loi de la sécurité sociale. Voilà, parce qu'on rappelle, il y a deux budgets discutés différemment, le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et c'est dans cette partie-là que ça va être le plus difficile. C'est là où il y a effectivement une augmentation de la dépense qui est extrêmement importante, que ce soit sur les arrêts maladie, mais pour plein de raisons, pour des organisations du travail, pour une histoire de conditions de travail, mais aussi de vieillissement de la population. C'est là où on a le bloc retraite. Vous voyez, c'est dans les dépenses sociales que c'est finalement notre modèle social que l'on va questionner aussi à travers ce budget. Qu'est-ce que vous en dites, vous, sur ces dépenses sociales, les socialistes? Est-ce que vous êtes prêts à regarder la question des arrêts maladie, la question des médicaments, du remboursement de certains médicaments, ou est-ce que pour vous, ce sont des lignes rouges? Bon, sur le remboursement des médicaments, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens de payer des cotisations sociales importantes, des mutuelles importantes, et puis des rembourser ensuite. En revanche, nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a un travail énorme à faire sur la fraude, notamment des professionnels de santé. Vous avez un rapport du Haut Conseil au financement de la protection sociale. Il y a un consensus sur ce plateau. On a 13 milliards aujourd'hui. Sur cette question. Parce qu'il y a une fraude massive. Vous savez qu'il y a un réseau là, de chirurgiens dentistes qui a été suspendu la semaine dernière. Parce qu'ils facturaient des fausses prothèses. Et vous vous rendez compte, il y a 13 milliards chaque année que les gens ils payent comme cotisation. Et ça, il peut y avoir un consensus politique sur cette fraude-là. Il y a un article qu'on avait fait adopter dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui permettait les échanges d'informations entre mutuelles et la Caisse nationale d'assurance maladie pour éviter la fraude. Ça a été censuré pour des raisons de procédure. Et nous, on souhaite vraiment qu'il soit adopté parce que là, il y a une source d'économie gigantesque. Quel est le problème aujourd'hui ? Pourquoi les dépenses de santé, elles explosent ? On n'en parle jamais. C'est pas parce que les gens, il y a un peu plus d'arrêt maladie, mais pourquoi elles explosent ? Parce qu'on a une financiarisation incroyable de ce secteur aujourd'hui. Il y a 4 aujourd'hui groupes de biologie médicale. Quand on était gamin et qu'on faisait nos prises de sang, on avait le biologiste en bas de chez soi. Bon. Il y a aujourd'hui, pareil pour les radiologues, pareil pour les cliniques privées. Et cette financiarisation amène des méthodes prescrites par les fonds de pension américains avec des agents qui sont là pour suroptimiser les résultats et avec une fraude qui est aujourd'hui gigantesque de la sécurité sociale, ce qui explique en partie l'explosion des dépenses. François Giroff, c'est vrai que c'est sur le budget de la sécurité sociale qu'on va devoir concentrer les efforts. C'est là où, selon vous, il y a les dérapages les plus importants et les économies à faire. Il y a des dérapages. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de dérapage et qu'il faut faire aucun effort. Il faut la bonne gestion. Je pense que tout le monde est d'accord avec le fait qu'il faut bien gérer l'État et qu'il faut faire très attention à l'argent. Mais je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il y a peut-être un problème avec le fait de mélanger un système presque gratuit pour les usagers et une financiarisation avec des acteurs qui essayent de faire du profit, donc qui surprescrivent effectivement, qui font des bilans peut-être à des gens pour qui ce ne serait pas nécessaire, etc. Et peut-être qu'on a du mal à trouver l'équilibre entre les deux, effectivement, avec un système quasi gratuit et qui est en train de se privatiser. Donc là, je pense qu'il y a effectivement un sujet à regarder, mais je pense que la CNAM essaye de le faire, fait son travail le plus possible. C'est pas facile aussi de contrôler, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrôleurs. Voilà. Mais je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Il y a un autre sujet dont je voudrais parler, c'est par exemple la transition, enfin la rénovation énergétique des logements. Le gouvernement vient de prendre, à mon avis, une bonne décision en choisissant de faire descendre le coefficient d'énergie primaire, donc c'est un petit peu technique, de 2,3 à 1,9, qui fait que l'électricité va être moins défavorisée. Ce sont les fameux DPE. Voilà, les DPE. Je pense que tous ceux, pour acheter un appartement ou louer, le connaissent bien. On sera tous d'accord autour de la table pour dire que c'est une bonne mesure. Ça va dans le sens à la fois de la transition écologique et de moins d'argent dépensé. Donc ça va dans le sens de l'efficacité de la dépense publique. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là le plus possible. Fanny Guinochet, sur cette question, il y a aussi la question des niches fiscales. On en a beaucoup entendu parler, ou raboter, crédit d'impôt par exemple. C'est une manne financière. Est-ce que le gouvernement pourrait limiter par exemple certains crédits d'impôt pour, alors pas garde d'enfants, pas maintien à domicile des personnes âgées a priori? Oui, mais par exemple sur le ménage ou sur d'autres
prestations, c'est le cas. C'est une niche fiscale qui est très importante, mais qui touche le quotidien des Français. Et effectivement, c'est une piste qui a été mise sur la table par Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, en disant écoutez, il faut peut-être faire un effort de ce côté-là, donc on concentrera. La difficulté, mais vous voyez, typiquement, c'est que les classes moyennes qui utilisent cette niche fiscale pour faire quelques heures de ménage, etc., vont râler. On peut se dire qu'elles ont les moyens de financer et de ne pas avoir d'aide pour financer des prestations de ménage, mais la difficulté, c'est ce qui guette, c'est le travail au noir. On a pu le voir dans les années précédentes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que finalement, il va quand même y avoir la prestation, mais au travail au gris, c'est-à-dire on va déclarer tant d'heures, et puis il y en a tant d'heures, 10 heures, et puis, je sais pas, 4 heures qui ne seront pas déclarées. Et finalement, ça sera de la prestation sociale qui ne rentrera pas, et du travail au noir, ça veut dire des prestations aussi de retraite pour les agents qui font l'entretien. Souvent, ce sont des femmes. Donc, vous voyez, c'est jamais facile de s'attaquer aux niches fiscales. Et par ailleurs, il y a cette niche fiscale, mais quid du crédit impôt recherche, qui est quand même... Alors là, en plus... Il n'y a pas longtemps, cette semaine, on a eu un rapport sur les aides aux entreprises. Vous avez vu ce qu'il en est ressorti. Alors, c'était un rapport sénatorial, mais... Finalement, on ne sait pas exactement. Ce qui revient, peut-être que c'est qu'il y a une les téléspectateurs d'LCP sont très assidus sur le travail parlementaire. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce rapport? Qu'il y a une opacité incroyable sur une manne financière qui est... Alors, ce sont des aides, on mélange les choux et les carottes, mais n'empêche que c'est plus de 200 milliards d'euros. Le chiffre, il vous donne... voilà, vous êtes à la renverse. Que souvent, il n'y a pas de contrepartie. Et surtout, ce qui m'a frappée en tant que journaliste économique, c'est l'opacité. Sauf que ça, Jean-René Cazeneuve, on a le sentiment que vous ne voulez pas y toucher. On ne regarde pas les aides aux entreprises. Pour vous, c'est une ligne rouge, il ne faut pas les raboter. Mais si quelqu'un considère ici que la croissance du PIB est satisfaisante, qu'il faut serrer un petit peu la vis des entreprises, qu'ils me le disent. Bon, si quelqu'un ici considère que le coût du travail en France n'est pas plus élevé qu'à l'étranger, qu'ils me le disent. Et quoi qu'il faille... Non, je crois qu'il faut essayer de préserver, autant se faire que peu. Mais ça ne fait pas un peu d'effort pour tout le monde, Jean-René Cazeneuve, on est toujours sur ce débat. Écoutez, moi je suis le premier à avoir proposé des modifications pour lutter contre un certain nombre de tricheries qu'il y a sur le crédit impôt recherche. Bon, maintenant, c'est aussi quelque chose qui assure la compétitivité de notre pays, qui permet à un certain nombre de chercheurs de venir dans notre pays. Sur les niches fiscales, moi je veux bien, le rapport sénatorial, il y a des choux et des carottes. Il y a une TVA aujourd'hui réduite sur la restauration. C'est la plus grosse niche, pratiquement la plus grosse niche. Bon. Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, est-ce que les socialistes, est-ce que les insoumis, est-ce que le Rassemblement national dit qu'il faut augmenter la TVA sur la restauration du jour au lendemain? Moi, je ne suis pas certain, avec l'impact. Alors, je vais vous donner la parole, Philippe Brun, avant, mais parce que les socialistes surveillent évidemment le budget, mais il y a aussi le Rassemblement national qui surveille, qui donne ses lignes rouges. Stéphanie Despierre et Juliette Prunier ont demandé au député Jean-Philippe Tanguy dans quel cas le RN serait prêt à appuyer sur le bouton de la censure. On écoute. Aucune augmentation d'impôts, directe ou indirecte, sur les classes moyennes et populaires et les entreprises, et aucun effort injuste demandé alors qu'il y a tant de réduction de dépenses à faire sur les grands tabous de la France, l'immigration, la contribution de la France à l'Union européenne, la bureaucratie, le millefeuille territorial. Il faut s'attaquer aux grands tabous et ne pas faire payer les Français. On va reparler de la censure. Philippe Brun, vous aviez été de ceux qui avaient négocié un pacte de non-censure avec François Bayrou. On rappelle, pour que le gouvernement tombe, il faut les voix de la gauche et du Rassemblement national. Est-ce que c'est ce qui va arriver à François Bayrou à l'automne? Est-ce que ça vous semble inévitable ou il y a moyen d'éviter cette censure? Écoutez, en tout cas, il ne tient qu'à lui d'ouvrir très largement le débat et de l'ouvrir beaucoup plus largement que ce que cela a été fait jusqu'ici. Mais vos demandes, elles sont contradictoires entre celle de la gauche, celle du Rassemblement national. Ça va être compliqué de contenter tout le monde. Je vous dis aussi que le Rassemblement national, c'est évidemment pas compatible puisqu'on ne propose pas les mêmes choses, donc ce ne sera pas la même chose. S'il choisit de faire comme la dernière fois, c'est-à-dire de se tourner vers la gauche pour obtenir un compromis, eh bien, je le dis, on aura des exigences importantes en matière de fiscalité. On n'a pas parlé. On est favorable à une fiscalité sur les hauts patrimoines. En matière ça, pour vous, c'est de l'effort. La ligne rouge, elle serait qu'il n'y ait rien sur la fiscalité des grandes entreprises ou des grandes fortunes. C'est insupportable pour les gens de dire que là, on va avoir un budget extrêmement dur pour eux et que dans le même temps, vont être exonérés d'efforts les très grandes fortunes de ce pays qui ont bénéficié de cadeaux fiscaux gigantesques depuis 2017. Donc, nous pensons qu'il faut appliquer la fameuse taxe Zuckman, ou en tout cas une taxe sur les hauts patrimoines et qui soit différentielle et qui permette de lutter contre cette optimisation. Ce que vous, dans le bloc central, on a entendu, Laurent Wauquiez, lui, c'est 0,00 hausse d'impôt, il l'a répété. Est-ce que vous dites, oui, il faut de toute façon négocions avec la gauche, ça doit passer par la fiscalité des plus privilégiés?
Bien sûr qu'il faut négocier avec la gauche. Et franchement, ce petit calcul politicien des uns et des autres qui donne des lignes rouges, quand je vois le contexte international, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue finances publiques, les tensions avec les Américains, les tensions avec la Chine, si vous voulez, aujourd'hui, ce petit jeu politicien n'est pas à la hauteur du défi qui touche la France. Donc vraiment, les partis politiques vont avoir cette responsabilité. S'ils sont sûrs, pour quelle alternative, pour quel programme, je n'en vois pas. Le mot de la fin, Fanny Gonochet. Est-ce que François Bayrou pourrait dire c'est à prendre ou à laisser, sinon je m'en vais? Je n'en sais rien, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette instabilité politique, elle pèse économiquement. C'est sûr. C'est aussi ce qui fait économiquement que les Français ne sont pas rassurés et se disent « Oh là là, si on a une motion de censure, si on a encore un changement de gouvernement, si on a une nouvelle dissolution, on va mettre un peu de côté. » Donc ça a un coût économique, cette instabilité politique. Je ne sais pas si on les a rassurés ce soir. Ça va durer encore quelques mois jusqu'à l'automne. On vous réinvitera pour reparler du budget. Évidemment, on suivra ça. Mais c'est été-automne. Hein. Maintenant, c'est toutes les saisons, les 4 saisons du budget. Merci beaucoup à tous les 4. On va à présent traverser la Manche pour s'intéresser au couple franco-britannique. Bonsoir Philippe Turle. Vous êtes journaliste britannique, évidemment correspondant international pour France 24. Et on va faire le point ensemble sur la visite d'État du président Macron. Retour en images avec Maïté Frémont. Si on vous invite, Philippe Turle, vous, journaliste britannique, c'est pour nous parler de cette visite historique d'Emmanuel Macron outre-Manche. Une visite de 3 jours qui a commencé par la forteresse de Windsor. Le président français reçu en grande pompe, le nec plus ultra, Philippe Turle, pour un couple présidentiel choyé par le roi Charles III et Camilla. C'est une entente non seulement ancienne mais aussi actuelle et pour l'avenir, pas seulement cordiale, désormais elle est amicale. 17 ans qu'un chef d'État français n'avait reçu l'invitation ultime. Emmanuel Macron doublant même Donald Trump, attendu lui en septembre. Alors il y a Philippe Turle, le faste de la royauté, et puis des séquences politiques très denses. Emmanuel Macron à Downing Street ce matin, première visite d'un dirigeant européen depuis le Brexit, signe de la volonté du gouvernement de Keir Starmer de rétablir des relations fortes avec l'Union européenne. Avec d'abord cet accord pour lutter contre l'immigration illégale. J'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui notre accord sur un projet pilote inédit. Pour la première fois, les migrants arrivant par petits bateaux seront arrêtés, puis renvoyés en France dans les plus brefs délais. En échange de chaque retour, un individu différent pourra venir via un itinéraire contrôlé et légal. Et puis l'autre annonce, ce renforcement inédit de notre alliance militaire. Nous faisons passer cette force conjointe du niveau d'une brigade à celle d'un corps d'armée, c'est-à-dire pouvant aller jusqu'à 50 000 hommes, capables d'être employés dans un engagement majeur, ce qui représenterait une multiplication par 5 avec la France et le Royaume-Uni en noyau dur, capable d'agréger d'autres partenaires européens et d'être mis à la disposition de l'Alliance. Un signal fort à Moscou. Alors, l'Europe serait-elle prête à défier Poutine? Philippe Turle, à vous la parole. Bonsoir Philippe Bonsoir, Turle. Elsa. On revient sur cette visite d'État, c'était vraiment welcome Mr Macron. Il y avait le roi, il y avait Kate et William, la calèche. Londres n'a vraiment pas lésiné sur les moyens pour accueillir le président français. Vous savez, c'est de mise souvent qu'il n'y a rien de mieux pour un chef d'État que d'être reçu par les Britanniques en visite d'État, parce que c'est un peu la cerise sur le gâteau d'une carrière politique, d'être reçu avec cette faste, avec cette pompe, avec cette circonstance en Grande-Bretagne, d'être reçu par le roi, par le prince William, par Kate, par tout le gotha de la famille royale. C'est vrai que c'est très impressionnant. Mais ce n'est pas seulement la pompe et circonstance, il y a le débat politique qui prend le relais tout de suite derrière. Et c'était une volonté de rapprochement des deux pays, de tourner cette page d'années de tension. C'est vraiment le signe d'un réchauffement. Absolument. Je pense que les mauvaises années du Brexit, les mauvaises années d'incompréhension avec le Parti conservateur sont derrière nous aujourd'hui. Il y a toujours beaucoup de choses qu'il faut régler, mais du côté britannique de ce qui est Starmer, le Premier ministre, et du côté français d'Emmanuel Macron, il y avait
une vraie envie de reconstruire, de redémarrer un nouveau partenariat entre la Grande-Bretagne et la France. C'est exactement ça. Le président parle d'un reset bilatéral, une réinitialisation, un redémarrage. Et Cocorico, c'est avant Donald Trump. Alors ça c'est important aussi, pour les Français. C'est le timing qui a voulu cela. Je pense pas, j'ai pas la confirmation, mais je pense pas que c'était fait exprès pour nuire à Donald Trump, parce qu'il faut quand même un an de travail pour préparer une visite d'État. C'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes. Et il y a un an, quand les préparatifs qui ont commencé pour Emmanuel Macron, Donald Trump n'était pas de retour à la Maison-Blanche. Donc il ne faut pas y voir forcément un signe de préférence. Mais je pense sur le fond, ni Keir Starmer, ni Emmanuel Macron sont trop déçus que la visite de la France d'Emmanuel Macron en Grande-Bretagne précède la visite de Donald Trump, qui aura lieu probablement en septembre. Alors on va parler de l'Ukraine. On a vu un couple franco-britannique très à l'offensive, tous les deux à la tête de cette coalition des volontaires. Ils disent, en cas de cessez-le-feu, on est prêt. Les forces à la fois britanniques et françaises sont prêtes à être sur le terrain pour garantir ce cessez-le-feu en Ukraine. Alors, sur le fond, cette idée a été jamais sur le fait qu'il y a une grande inquiétude en Europe, de plus en plus grande d'ailleurs, sur les États-Unis et le rôle futur des États-Unis comme un pays qui pourrait protéger l'Europe en cas d'attaque russe et pour aider l'Ukraine. Et je pense que c'est une idée qui vient conjointement de la France et de la Grande-Bretagne pour avoir une alternative, pour dire nous ne pouvons pas toujours dépendre des États-Unis parce qu'on a le chaud, le froid de Donald Trump. Il est tout à fait capable un jour de dire je quitte l'OTAN et donc les Européens se trouvent tout seuls. Donc il faut qu'on ait quelque chose d'autre pour remplacer l'OTAN et remplacer les États-Unis s'il faut. Et donc l'idée à germer est venue de créer cette coalition des volontaires. Il y a une trentaine de pays qui sont intéressés d'y partenir, pas seulement en Europe, mais en Australie, on a peut-être aussi, un jour on aura le Japon, avec en but la protection future de l'Ukraine, et seulement après la signature d'un accord de paix. Voilà, ce n'est pas des soldats qui iraient faire la guerre, mais c'est des soldats pour maintenir la paix. Emmanuel Macron l'a dit, les militaires sont mobilisés, l'état-major est bâti. Est-ce que c'est un avertissement à Moscou ou est-ce que c'est une manière de convaincre Moscou en disant on peut assurer aussi la sécurité de l'Ukraine? C'est un avertissement ou c'est une conviction? Je pense honnêtement, pour le moment, Moscou s'en moque un peu parce qu'ils savent que c'est uniquement après la signature d'un accord de paix, on est loin encore, et que tout ce qui est proposé est une ligne rouge pour Moscou. Vraiment, l'idée d'envoyer des troupes au sol en Ukraine juste pour jouer un rôle de protection, mais pas de confronter les Russes, c'est déjà une ligne rouge pour Vladimir Poutine, comme l'appartenance de l'Ukraine à l'Union européenne ou de l'OTAN. Donc, nous n'y sommes pas encore, mais je pense que c'est un projet européen qui verra peut-être le jour, un jour, quand il y aura un cessez-le-feu et un processus de paix. Ils disent aussi vouloir accroître la pression sur le président russe. Vous disiez sur cette question de coalition des volontaires, ça n'inquiète pas forcément Vladimir Poutine. Est-ce que cette pression que veut exercer à la fois Emmanuel Macron et Keir Starmer, est-ce que ça peut inquiéter Vladimir Poutine? Je pense que s'il y a deux personnes en Europe qui pourraient éventuellement pas inquiéter, mais faire réfléchir Vladimir Poutine, c'est Keir Starmer et le président français aussi. Donc qu'ils le fassent conjointement, ça compte. Oui, parce qu'on est quand même tous les deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme la Russie d'ailleurs. On est les deux pays nucléaires de l'Europe, comme la Russie aussi. Donc, ce n'est pas des petits pays qui n'ont rien à proposer. Et le problème, c'est que sur le fond, la personne qui a le plus de poids dans cette histoire, ce n'est pas ni Keir Starmer, ni Emmanuel Macron, c'est Donald Trump. Et on ne sait pas comment Donald Trump va réagir, si Donald Trump va imposer des sanctions, mettre la pression. Il semble que pour le moment, il commence à remettre la pression sur Vladimir Poutine. C'est seulement dans ce cas-là que nous verrons, je pense, les Russes aller plus vers
une négociation, pas nécessairement un processus de paix, mais pour le moment, je pense que Vladimir Poutine croit toujours qu'il a plus à gagner sur le terrain que de venir à la table des négociations. Et justement, vous le disiez, la France et le Royaume-Uni sont deux puissances nucléaires. Là, on parle de coordination. Alors, on reste indépendant, mais il y a une coordination. Tout adversaire menaçant les intérêts vitaux du Royaume-Uni ou de la France pourrait être confronté à la puissance des forces nucléaires des deux nations. C'est une déclaration symbolique ou ça compte vraiment, c'est important cette coordination? Non, c'est important et c'est quelque chose de tout nouveau. Alors, il y a des nuances quand même, parce que la dissuasion nucléaire française est indépendante. La France est toujours un petit peu secret sur exactement ce qu'il possède comme système nucléaire, alors que le système britannique dépend de l'OTAN et dépend donc des États-Unis, qui est le moteur de l'OTAN pour la dissuasion nucléaire militaire. Donc là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est cette déclaration, Northwood Declaration, on l'appelle en anglais, par Emmanuel Macron et Sir Keir Starmer, pour annoncer cette union des forces nucléaires. Pour dire deux choses. Premièrement, on est plus fort ensemble. S'il y a une attaque contre un quelconque pays de l'Union européenne, il y aura un retour conjointement et de la France et de la Grande-Bretagne. Et c'est aussi une façon de dire que les Britanniques ont un rôle à jouer indépendamment des États-Unis et indépendamment de l'OTAN si jamais l'occasion arrive. Est-ce qu'ils y sont prêts à tourner le dos aux États-Unis? On voit le Royaume-Uni a encore acheté des F-35 américains, dépend encore beaucoup des États-Unis. Il est un peu entre les deux, il ne sait pas s'il choisit les États-Unis ou l'Union européenne? Alors, je pense que pour les Britanniques, il y a tellement de doutes actuellement sur Donald Trump, sur le rôle futur des États-Unis. C'est plutôt un réveil pour dire aux gens, faites attention, parce que si jamais on est attaqué, pas nécessairement les Britanniques, mais un autre pays dans l'Union européenne, un autre pays de l'OTAN, il faut que nous, on soit prêts pour contrer cette attaque. Et il faut aussi prêt à aider l'Ukraine à se reconstruire, à retrouver sa souveraineté, si jamais on a un processus de paix avec les Russes. On va parler maintenant de l'immigration. C'est un dossier qui fâche entre les deux pays. On a la proposition d'un projet pilote 1 pour 1. Expliquez-nous. Alors, pour le moment, depuis des années, il y a toujours des bateaux qui arrivent comme ça, tous les jours, qui traversent la Manche depuis la France jusqu'à la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni accuse la France de ne pas les intercepter et la France dit au Royaume-Uni, vous êtes trop attractif et vous ne luttez pas assez contre le travail clandestin. Emmanuel Macron est allé plus loin en disant c'est à cause du Brexit, c'est vous qui sont les fautifs, c'est vous, avec le Brexit, qui a coupé les ponts avec l'Union européenne pour toute politique migratoire, vous êtes indépendant, donc vous êtes tiré un ballon dans le pied en quelque sorte, et donc maintenant on essaie de trouver une solution. Alors le 1 pour 1 1 pour 1, c'est-à-dire que pour les migrants qui viennent d'une façon illégale dans ces bateaux en Grande-Bretagne, il y en aura un qui sera renvoyé en France et un migrant qui n'a pas essayé de traverser la Manche avec un bateau peut éventuellement être accueilli en Grande-Bretagne pour remplir un poste. Notamment s'il a de la famille aussi, voilà, de la famille, déjà là-bas. Et pour remplir un poste où on trouve personne et où on est demandeur de quelqu'un. Sauf que là, on dit au Royaume-Uni, à cause du Brexit, vous ne pouvez pas avoir un accord européen de lutte contre l'immigration, mais nous, on négocie en direct avec le Royaume-Uni sur un accord. Est-ce que les autres pays de l'Union européenne ne vont pas nous en vouloir d'avoir négocié directement cette capacité de retour dans les pays ? Sur le fond, il y a des différences entre Emmanuel Macron et Keir Starmer, les Britanniques, parce que les Britanniques accusent la France régulièrement de ne pas faire assez. La France répond, nous ne pouvons pas intervenir pour arrêter les bateaux, nous pouvons intervenir uniquement si un bateau est en détresse ou risque de couler. Donc une fois qu'un bateau est parti de la France, il faut la laisser aller jusqu'au bout. Cette politique pourrait changer. Voilà. Et donc là, la politique pourrait changer. Ce que les Britanniques veulent, c'est que les Français interviennent pour arrêter les bateaux, ce qui est une fin de non-recevoir de la part de la France. Donc là, on a trouvé une nouvelle solution. Le problème est que ça concerne qu'un migrant sur 17, si on fait un schéma sur la totalité des migrants qui traversent la Manche. On a une forte augmentation du nombre de migrants qui ont traversé la Manche depuis le Brexit. Il y a 4 fois plus de migrants aujourd'hui qu'au moment du référendum en 2016. Donc le Brexit n'a rien fait pour changer la situation. Et justement, sur ce Brexit, quand on en voit les conséquences aujourd'hui, est-ce que les Britanniques regrettent? Il serait 55%
Je dirais Et qu'il y a encore notamment les jeunes. plus de Britanniques qui regrettent aujourd'hui, même plus que 55%, qui trouvent que c'était une mauvaise idée, qu'ils étaient lésés sur la marchandise et que la Grande-Bretagne est plus pauvre aujourd'hui que le pays était avant le Brexit et qui aimeraient bien que nous rejoignions l'Union européenne. Le problème là, il y a un autre problème, c'est que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, n'est pas prêt à lancer des négociations pour revenir dans l'Union européenne parce qu'une bonne partie de ces électeurs ont voté pour partir et ils ne comprendront pas aujourd'hui l'idée que le gouvernement fait marche arrière pour dire « finalement, on s'est planté, on va retourner dans l'Union européenne ». Donc, il va perdre du soutien en faveur de Reform, le parti de Nigel Farage, d'extrême droite, qui est plus haut dans les sondages et donc qui risque de gagner les prochaines élections. Et c'est Nigel Farage, le fer de lance de Brexit, qui sera le prochain Premier ministre. Merci beaucoup. Thank you. En version originale, You're Philippe welcome. Turle. Merci. Dernière partie dans cette émission avec la question qui fâche. Et cette question, elle oppose ce soir Gerlov Yokota. Bonjour, vous êtes directeur de police municipale à Saint-Gratien dans le Val d'Oise et en uniforme. Face à vous, en visioconférence, Adrien Clouet, député La France Insoumise de Haute-Garonne et présentement en Haute-Garonne. Alors vous l'avez compris, j'imagine, on va s'intéresser ce soir aux armes dans la police municipale. Sont-elles indispensables? C'est la question qui fâche, elle est posée ce soir par Hélène Bonduel. La question qui fâche ce soir concerne les 28 000 policiers municipaux déployés sur tout le territoire. Le ministre chargé de la sécurité du quotidien, François-Noël Buffet, veut renforcer leur pouvoir. Il présentera un projet de loi en ce sens en septembre. Il faut étendre leurs prérogatives administratives et judiciaires et mettre à disposition des maires une boîte à outils qu'ils auront le choix d'utiliser ou pas. Ils pourraient par exemple inspecter les véhicules, fouiller les bagages ou saisir des objets dangereux. Pour cela, les policiers municipaux doivent-ils être armés? 80% le sont aujourd'hui. C'est à chaque municipalité de le décider, et ce depuis 1986. Dimanche, la chef de file des Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot, a tiré à boulet rouge sur les propositions. Les municipales sont dans moins un an. Est-ce que ça veut dire que dans toutes les communes où demain un maire de la France Insoumise serait élu, la police municipale ne sera soit pas armée si elle ne l'est pas, soit désarmée si elle l'est jusqu'à maintenant? Oui, ça fait partie de notre programme. De quoi faire bondir le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Avec cette gauche, vous n'aurez plus le droit à la sécurité, la gauche sans le peuple. Sauf qu'à gauche, justement, à moins d'un an des élections municipales, le patron des socialistes fustige lui aussi la position de LFI. Jamais, en fait, je n'accepterai sur une liste des gens qui... je ne me mettrai pas derrière un maire insoumis qui annoncerait qu'il va supprimer la vidéoprotection ou qu'il va supprimer l'armement des policiers. Ça n'a aucun sens. Comment peut-on même l'imaginer ? D'autant que plusieurs villes de gauche comme Bordeaux, écologistes, ou Saint-Denis, socialistes, ont fait le choix d'armer leur police municipale. Selon un sondage d'aujourd'hui, 67% des Français seraient d'ailleurs favorables à une police municipale armée. Alors la question qu'on vous pose ce soir, elle est simple. Faut-il désarmer la police municipale ? Gerlov Yokota, vous êtes donc, vous, policier municipal. Pourquoi considérez-vous que vous devez être armé? D'ailleurs, vous l'êtes. Est-ce que ça vous sert? Pourquoi il faut être armé? Dans un premier temps, j'aimerais dire que je représente également le syndicat national des policiers municipaux, puisque vous avez invité Frédéric Biada, qui n'a pas pu venir sur votre plateau. Aujourd'hui, l'insécurité, on ne peut plus le nier, est endémique. C'est limite une caractéristique structurelle dans le territoire. Désarmer les policiers municipaux, ça sera accroître l'insécurité, parce que l'arme prouve son utilité dissuasive. Dans un premier temps, c'est priver les agents d'une protection supplémentaire. Parce qu'on a beau penser que face à un couteau, un pistolet à impulsion électrique peut suffire, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, parce que vous avez des armes qu'on appelle les armes intermédiaires, vous avez des bâtons, vous avez les pistolets à impulsion électrique, ça ne suffit pas, d'après vous? Non, c'est bien là, il faut bien prendre la nuance. Les armes intermédiaires, ce ne sont pas des armes à forte létalité. Je pourrais vous donner des exemples de policiers nationaux. Moi, je suis un ancien de la police nationale et j'ai eu un collègue qui a dû faire usage de son PE qui n'a pas fonctionné. Heureusement que le collègue derrière avait son arme à forte létalité pour neutraliser la personne. Et ça, il faut vraiment le conceptualiser, le penser. Alors, Adrien Clouet, Gerlov Yokota dit on est
est obligé, vu l'insécurité aujourd'hui, d'avoir l'arme, arme dissuasive, et puis, en cas de légitime défense, en cas vraiment d'insécurité, de s'en servir. Bon, c'est une approche que je ne partage pas personnellement, mais il faut qu'on ait un débat démocratique en France. Et c'est une bonne chose qu'on ait une discussion sur la sûreté publique. À mon sens, il y a deux questions. D'abord, concrètement, y a-t-il une différence en matière de délinquance et d'insécurité entre les villes où il y a un armement de la police municipale et les villes où il n'y en a pas? Je ne crois pas qu'il y ait de différence. D'ailleurs, on ne le constate nulle part sur le terrain. Et c'est le cas non plus à l'étranger. Des villes comme Londres ou des grandes métropoles comme celle en Allemagne n'arment pas la plupart des agents et réservent les armes aux agents qui sont destinés à l'intervention pour la criminalité dangereuse, etc., etc. Et deuxièmement, est-ce que c'est une bonne chose que de risquer de mélanger les tâches de la police municipale et de la police nationale? D'autant que votre invité connaît très bien, c'est votre parcours, vous avez vous-même exercé dans les deux corps. Et la police municipale, elle a des fonctions de prévention, surveillance, tranquillité, sécurité, salubrité publique. Est-ce qu'on pense que ces compétences-là, ces tâches, requiert une arme à feu? Moi, je ne pense pas. Parce que du coup, ça revient comme très souvent à sous-traiter une tâche de police nationale à la police municipale. On va vous poser cette question sur est-ce que dans les villes où vraiment la police est armée, ça va mieux? Dans certaines grandes capitales, la police n'est pas armée. Et puis également, sur cette question de police de proximité et cette question de différenciation. La police nationale est armée, il faudrait que la police municipale ne le soit pas. Alors, pour reprendre votre exemple sur les bobbies, sur les policiers anglais, moi, je suis président de l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité en France. Je suis donc en contact avec mes collègues anglais. C'est une des premières demandes qu'il faut aujourd'hui à être armé, une revendication. Parce que les attaques au couteau sont comme en France, elles sont légion et ils sont obligés d'attendre les personnes armées avant d'intervenir et donc il y a des blessés supplémentaires, voire des morts. Je ne pense pas que c'est ce que monsieur le député qui est en face de moi désire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'y a pas d'observatoire des polices municipales en France. On ne peut pas quantifier l'action, mais une chose est sûre. Si vous enlevez demain l'armement des polices municipales, là, on aura une réaction de la part des personnes qui ne respectent pas les lois de la République, qui se sentiront encore plus en impunité sur le domaine public et agiront encore plus. Et là, on aura des chiffres bien négatifs. Il faut prendre le problème à l'envers et pas dans le sens que dit monsieur le député. Alors, Adrien Clouet, on voit 67% des Français sont favorables à l'armement de la police municipale en se disant quand même, s'il arrive quelque chose, je serai mieux protégé si le policier municipal peut intervenir. D'accord, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça, donc je suis dirigeant politique et pas sondeur. Mais ce que disait monsieur en face est vraiment intéressant parce qu'on a un point d'accord. C'est qu'il y a des données qui existent en France, au ministère de l'Intérieur, sur le lien entre les équipements de police, nationale ou municipale, et les progressions des formes de délinquance. Ces chiffres, ces données ne sont pas publiques ni publiées. C'est un problème parce que, par ailleurs, on pourrait se fonder sur des choses d'autant plus robustes si on avait ces chiffres qui étaient publiés. J'ai tendance à penser que s'ils allaient dans le sens de ce que veut le gouvernement, il serait publié. Mais enfin, ça, c'est une supposition. Maintenant, on se pose la question de savoir ce qui, à mon sens, marche en matière de sûreté publique. Je pense que ce qui fonctionne, c'est d'abord une police de proximité, et peut-être qu'on sera d'accord là-dessus aussi. Typiquement, que le commerçant du coin ait le numéro de téléphone portable, en fait, des agents ou de l'agent responsable de son secteur pour le faire intervenir très rapidement ou lui faire remonter l'information. Deuxièmement, ce qui marche aussi, c'est les patrouilles, notamment les patrouilles à pied, en matière de sûreté publique, pour opérer la prévention là-dessus. Donc peut-être qu'on sera d'accord, c'est mieux. Est-ce qu'on peut faire de la prévention de la police de proximité en ayant un revolver, une arme à feu à la ceinture? Du temps où c'était la police nationale qui faisait la police de proximité, ça ne les gênait pas d'avoir une arme à feu. Pourquoi les policiers municipaux seraient moins bien lotis? C'est la première chose. D'autre part, la proximité, on y croit beaucoup. On croit même à l'hyper-proximité. Mais vous faites une patrouille au niveau des commerces. Vous êtes témoin d'un acte qui nécessite un moyen de défense adapté. Et là, vous dites quoi aux commerçants? Je ne suis pas armé, vous appelez la police, ça va mettre 15 minutes. Pendant ce temps-là, le méfait aura été accompli. On ne peut pas avoir cette réponse-là à nos administrés qui attendent beaucoup, beaucoup de nous. Et Adrien Clouet, un mot. Vous voulez distinguer toujours la police municipale de la police nationale ou vous voulez réintégrer la police municipale dans la police nationale? Parce que si les policiers municipaux réintègrent la police nationale, ils seront armés. Ils pourront l'être. Bien sûr, nous, on est favorables à maintenir une séparation entre les deux corps parce que ce ne sont pas les mêmes missions et c'est normal que ce ne soient pas les mêmes missions. En revanche, on ne peut pas demander aux agents, aux policiers municipaux qui sont moins bien payés que leurs collègues de la nationale d'aller opérer des missions qui seraient les mêmes, qui seraient comparables. Moi, je pense que c'est sous-traiter une tâche de police nationale, ce qui n'empêche rien par ailleurs au fait qu'il faut revaloriser les salaires, les traitements et payer les heures sup. Parce que bon, là-dessus aussi, on pourrait être d'accord, je pense, sur le traitement assez désastreux
beaucoup de métropoles. De ce que disait Adrien Clouet, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous en demande de plus en plus, vous, policiers municipaux? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous d'avoir plus de missions? Ou finalement, est-ce que vous voulez quand même garder un rôle spécifique? On aura toujours un rôle spécifique tant qu'on sera sous les instructions d'un maire qui est proche de ses habitants, comme c'est le cas d'ailleurs à Saint-Gratien, un maire qui se préoccupe réellement de la sécurité de ses citoyens. Voilà, on sera toujours là. En ce qui concerne les missions, il y a ce qu'on appelle un continuum de sécurité en France. Chacun, du simple citoyen jusqu'à force d'intervention, on est ciblé, on sait exactement ce qu'on doit faire. Donc on ne déborde pas des missions. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est encore une fois opposer proximité et armement. Ça, c'est un faux débat. Ce sera le débat des municipales. Adrien Clouet, on a bien vu que la déclaration de Mathy Panot a fait coller beaucoup d'encre. Dans le débat des municipales, la question de l'armement de la police municipale sera une question importante. Ce sera un débat, mais ça l'a toujours été. D'ailleurs, je rappelle qu'on fait toute une polémique aujourd'hui, mais enfin en 2012, c'est le Parti socialiste qui défendait le fait de retirer absolument partout des armes à la police municipale. Donc apparemment, c'est certain, découlent leur propre programme il y a 10 ans. Mais je mets ça de côté. Merci. Je finirai juste, un mot, Garlov Yokota. Ça s'appelle l'évolution de l'insécurité. Je vous rappelle qu'il y a eu des attentats en 2015 et qu'on est toujours en Vigipirate urgence attentat. Ça, il ne faut pas l'oublier. Merci à tous les deux. Merci. Adrien Clouet à distance, je suis navrée. Pardon. Non, je disais, les attentats qui ont lieu à Nice ont lieu dans une des villes avec le plus d'armements policiers et le plus de vidéosurveillance. Avec des armes inadaptées. Avec des armes inadaptées à l'époque, c'est pour ça qu'on est passé au 9 mm, monsieur. Merci beaucoup, Adrien Clouet. Merci, Garlov Yokota. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Cette émission est à retrouver sur la chaîne YouTube de la chaîne parlementaire, évidemment. Demain, dernière émission de la saison avec Clément Méric, évidemment. Bonne soirée à tous.